Alors, liaison équivalente, objectif de secours, localiser des inconnus hyperstatiques, inconnus de liaison non calculables par le PFS. Donc, d'abord, les inconnus de liaison, c'est quoi? Ce sont les composantes X, Y, Z, L, M, N d'un torseur statique. Donc, lorsque vous appliquez le PFS à un solide ou bien à un système, vous écrivez par exemple les 6 équations, et dans les 6 équations, vous aurez un nombre d'inconnus. Donc, lorsque le nombre d'inconnus que vous avez dans votre système d'équations est équivalent au nombre d'équations, le système est dit isostatique, c'est-à-dire résolvable. Mais lorsque le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, on dira que le système dans ce cas-là est hyperstatique. Et le degré d'hyperstatisme, tout simplement, c'est quoi? C'est le nombre d'équations qui manquent pour que le problème soit isostatique. Par exemple, si vous avez par exemple 6 équations, mais dans les 6 équations, vous avez 7 inconnus statiques. Alors on dira que le système est hyperstatique d'ordre 1. Pourquoi? Parce qu'on a 7 inconnus, mais seulement 6 équations. Donc il manque une équation, donc le système est hyperstatique d'ordre 1. Et en plus de ça, je peux même définir l'inconnu qui ne sera pas calculé. Donc cet inconnu que vous ne pouvez pas calculer à partir de ces équations est appelé inconnu hyperstatique. Donc les inconnus hyperstatiques, tout simplement, ce sont les inconnus que vous ne pouvez pas calculer en appliquant le PFS. Alors le premier objectif, c'est ça, c'est localiser les inconnus hyperstatiques. Deuxième objectif, modifier le mécanisme pour le rendre isostatique. Donc on peut faire quelques modifications au niveau des liaisons pour que le système soit isostatique. Au lieu d'avoir un système hyperstatique, vous aurez un système isostatique. Bien sûr, on verra comment on va modifier le système sous forme d'exemple. Déterminer les conditions géométriques de position relative des liaisons correspondantes. Alors là encore, on verra ça en détail dans la suite du cours. Alors maintenant, on commence par des définitions, des hypothèses ou bien des hypothèses rappel si vous voulez. Donc, hypothèse préalable. Les pièces sont, comme toujours, modélisées par des solides indéformables. C'est ce qu'on a déjà dit en stat et en cinématique et aussi en statique. Les liaisons sont parfaites. Donc, ça veut dire pas de quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser le tableau de liaison normalisé, les 11 liaisons normalisées, puis les 10 plus encastrement, et à contact bilatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contact est toujours assuré. Contact maintenu, quelles que soient les actions mécaniques. Par exemple, si vous prenez par exemple une liaison ponctuelle, une liaison ponctuelle, vous faites ça, vous dites que ça c'est ponctuel. Voilà, juste un exemple. Alors vous dites que dans ce sens, vous ne pouvez pas pousser la sphère vers le bas. Alors là, ça c'est un plan, bien sûr, ça c'est le plan. Vers le bas, pourquoi? Parce qu'il y a l'obstacle plan. Mais dans ce sens-là, il ne faut pas dire par exemple que je peux tirer la bille ou bien la sphère vers le haut. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous dites que la liaison est que le contact est bilatéral, c'est comme si vous dites que le mouvement est empêché dans les deux sens. Ça veut dire, il faut imaginer que cette liaison ponctuelle soit comme ça. C'est comme si vous avez ici un deuxième plan. Donc, dans les deux sens, je ne peux pas faire bouger la sphère. Donc, contact maintenu. De toute façon, dans un sens, il y a un obstacle, mais dans l'autre sens, vous perdez le contact. Donc, si vous perdez le contact, vous n'avez plus le droit de dire que c'est une liaison ponctuelle. Alors, vous dites que la liaison est bilatérale, ou bien contact est bilatéral, ça veut dire que le contact, vous l'avez dans les deux sens. Donc, dans ce sens-là et dans le sens inverse. Donc, dans un sens, il y a un obstacle, dans l'autre sens, on perd le contact. Donc, la liaison est bilatérale. Et je crois que l'exemple le plus simple qui illustre le fait que la liaison soit bilatérale, c'est la liaison pivot. Pourquoi? Parce que dans la liaison pivot, vous faites ça. Vous dites, pardon, ça c'est pas un rectangle. Donc, je fais ça, ça, et ça, et ça, et ça. Alors, vous mettez. Alors, ça c'est le. Par exemple, ça c'est. Alors, l'arbre et l'alésage. Donc, alors, on utilise deux obstacles ici pour les liaisons pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un sens, le mouvement est empêché dans ce sens-là,
il est empêché aussi dans le sens inverse. Donc ici, le contact est bilatéral. Donc celle-là, elle est déjà bilatérale. Alors, on va supposer que toutes les liaisons sont à contact bilatéral. Ça veut dire que le contact est maintenu dans les deux sens. Quelles que soient les actions mécaniques, le contact est toujours maintenu. Toutes les masses sont négligées. Donc, une autre hypothèse, toutes les masses sont négligées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette leçon, on ne parlera jamais de la pesanteur. On suppose toujours que le poids soit négligé devant les autres actions mises en jeu. Alors, un autre rappel, donc ça c'est juste un rappel. Un deuxième rappel, un rappel sur la notation utilisée. Alors, le torseur d'action mécanique transducée par une liaison, c'est-à-dire le torseur statique. Donc, comme toujours, on dira que le torseur taux, la notation c'est taux de S1 sur S2, une résultante à un moment, etc. Donc, toujours X, Y, Z, LMN. Mais il y a quand même une différence ici, c'est que on a supposé que entre S1 et S2 existe plusieurs liaisons. On n'a pas une liaison unique. Alors voilà, S1 S2 au niveau de la liaison L, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs liaisons numérotées I, telles que I varie de 1 jusqu'à N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, vous avez ça, vous avez le premier solide, deuxième solide. Alors il y a une liaison ici, deuxième liaison, troisième liaison, quatrième liaison, énième liaison. Alors, là, c'est la liaison numéro 1, 2, 3 jusqu'à N. Alors, entre S1 et S2, vous voulez écrire un torseur. Mais lequel? Est-ce que vous voulez écrire le torseur relativement à la première liaison, deuxième, troisième? Donc, pour qu'on puisse faire la différence entre ces torseurs, on va utiliser l'indice comme étant quoi? Le numéro de la liaison. Alors, le I ici, c'est le torseur numéro I. Ça veut dire le torseur entre les deux pièces à travers la liaison numéro I. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à N. D'où la notation X indice I, YI, ZI, LI. Ça va? Alors, et on va appeler les X, Y, Z, L, M, N sont quoi? On les appelle comment? Les inconnus statiques. Tout à l'heure, je les ai appelés inconnus perstatiques lorsque ces composantes ne sont pas calculables. Donc, s'il y a une composante que vous ne pouvez pas calculer à partir d'un système d'équations issu du PFS, vous dites que cet inconnu est hyperstatique. Mais ici, en général, on les appelle des inconnus statiques de la liaison numéro I. II. Donc, numéro 1, 1, 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et en plus de ça, NSI est le nombre d'inconnus statiques indépendantes. Donc, N, attention, N minuscule, S, NS, c'est le nombre d'inconnus statiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les composantes d'un torseur. Par exemple, si vous prenez par exemple une liaison pivot. Donc, liaison pivot suivant X. Donc, liaison pivot suivant X, c'est X, Y, Z, 0, MN. Donc, on dira que NS de la liaison pivot, c'est 5. C'est égal à 5. NS est égal à 5. Alors, NS représente le nombre d'inconnus statiques. Mais il faut mettre toujours l'indice I. Pourquoi? Parce que vous parlez de NS de la liaison numéro I. Vous aurez NS1, NS2, NS3 en fonction du nombre de liaisons que vous avez dans votre système. Dans votre, dans votre graphe de liaison, qui représentera ce graphe de liaison, tout simplement, c'est un graphe de liaison entre deux pièces, entre deux solides, mais sous forme de plusieurs liaisons en parallèle, par exemple. Alors, NS représente le nombre d'inconnus statiques. Ensuite, un rappel sur la notation cinématique. Alors, de la même façon, le torseur cinématique de S2 par rapport à S1, toujours entre deux pièces, S2 par rapport à S1, il faut ajouter la notation I pour montrer que je parle de la liaison numéro I. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs liaisons. Alors là, attention, ici, on a changé la notation. Pourquoi? Parce qu'on avait utilisé la notation oméga X, oméga Y, oméga Z. Et, si vous vous rappelez, Vx, Vy, Vz. Donc attention, les oméga ici, on va les remplacer par alpha, bêta, gamma. Les V, on va les remplacer par U, V, W. Et bien sûr, I représente toujours le numéro de la liaison. Donc, oubliez la notation. Bien sûr, on peut utiliser aussi cette notation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser, mais on peut utiliser les deux. Mais jusqu'à présent, dans cette leçon, on va se contenter d'utiliser la notation alpha, bêta, gamma, U, V, W. Attention, alpha, bêta, gamma, ce ne sont pas des angles. Pourquoi? Parce que là, ce sont les composants de oméga. Donc, alpha, bêta, gamma, c'est en radians par seconde. U, V, W, c'est en mètres par seconde. Ensuite, comme toujours, les alpha, bêta, gamma, U, V, W sont les inconnus cinématiques. Alors ici, c'était les inconnus statiques. Ici, en cinématique, on va les appeler les inconnus cinématiques. La même chose
le NSI sera remplacé par NCI, les inconnus cinématiques de liaison. Par exemple, pour la liaison pivot, NC est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on a un seul mouvement. Donc le NCI, ça veut dire le degré de liberté. NCI. Inconnu, statique, indépendant. Cinématique, pardon, indépendant. Alors maintenant, liaison parfaite. Une liaison est parfaite lorsque le produit du torseur cinématique fois le torseur statique est égal à 0. Donc si vous faites ça, si vous multipliez V fois taux, 0. Je crois qu'on en a déjà parlé. On a dit que la multiplication du torseur statique fois le torseur cinématique, tout simplement, c'est la puissance. Donc c'est P. Or, on dit que ce sont des liaisons sans frottement. Ça veut dire que la puissance perdue est égale à 0. Pas de puissance perdue. Donc la puissance est échangée entre les solides, mais il n'y a pas de perte de puissance. Donc puissance perdue est égale à 0. Ça veut dire que le torseur statique fois le torseur cinématique est égal à 0. Alors, vous faites quoi? Vous remplacez le torseur statique par son expression, celle-là. Et remplacez le torseur cinématique par cette expression. Donc, comment on calcule le moment du torseur? La résultante du premier multiplié par le moment du deuxième. Et le moment du premier multiplié par la résultante du deuxième. Alors, ça donne le produit suivant. Donc, c'est le moment du premier multiplié par la résultante du deuxième. La résultante du premier multiplié par le moment du deuxième. Le tout égale à 0. Alors, en utilisant cette notation, ça donne l'expression suivante. Alors, ici, il faut que cette somme soit nulle. Vu que les différents produits que vous avez ici représentent des puissances, par exemple, ça c'est quoi? C'est un moment fois une vitesse de rotation. Donc ça c'est oméga, c'est une vitesse de rotation suivant x. Ça c'est la puissance à partir de quoi? La vitesse de rotation suivant y. La puissance à partir de la vitesse de rotation suivant z. La puissance à partir de la vitesse de translation suivant x. Vitesse de translation suivant y, vitesse de translation suivant z. Tous les termes ont le même signe. Donc pour que cette somme soit nulle, il faut quoi? Puisque tous les termes ont le même signe, il faut que chaque produit soit nul. Alors pour que chaque produit, celui-là, 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 etc., pour que chaque produit soit nul, il faut que l'un des deux termes du produit soit égal à 0. Or, les deux termes ici représentent quoi? Chaque fois, vous avez quoi? Un produit d'un terme cinématique, c'est-à-dire d'une inconnue cinématique, celle-là par exemple, fois une inconnue statique. Alors on a déjà dit ça dans la leçon statique. On avait dit que les torseurs statiques et cinématiques sont réciproques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez déduire les composantes d'un torseur statique à partir d'un torseur cinématique. Les zéros en cinématique sont quoi? Des composantes non nulles en statique inversement. Donc puisque ici l'un des deux est toujours nul, ça veut dire quoi? Que la somme NSI plus NCI est toujours égal à combien? À 6. Par exemple, pour une liaison pivot, NCI, nombre de degrés de liberté, c'est 1. Donc automatiquement NSI c'est 5. Donc 5 plus 1 c'est 6. Ça va? Alors il faut compléter bien sûr cette formule. On en déduit que NSI plus NCI est égal à 6. Alors voilà, juste après l'exemple de la liaison pivot. Alors ça c'est 5. Ouais, on voit ça. Alors là c'est 1. Alors si vous faites la somme, c'est toujours 6.